Bienvenue à notre nouvelle saison de J'ai mon voyage. On est de retour pour une saison 3, puis il y a plein de changements pour notre nouvelle saison. Le premier changement, c'est qu'on est dans notre nouvel espace, qui est notre studio à nous. Le trait d'union à Drummondville. On vient tout juste de finir d'enregistrer notre premier épisode, puis pour vrai, on capote sur notre setup, on tripe d'être chez nous dans notre studio. Puis en plus, c'est qu'on offre la possibilité, on offre le service d'accompagnement pour l'enregistrement de balado. On a un technicien de son qui fait aussi nos montages vidéo, qui est là pendant l'enregistrement. On a vraiment un service clé en main pour le service d'enregistrement de balado. Fait que si ça vous intéresse, puis si c'est quoi que vous voulez faire, n'hésitez pas à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de vous aider là-dedans. Ouais, il n'y a jamais assez de balado. On peut toujours en écouter. Dans plein de décors en plus. Oui. On va vraiment aménager le décor comme que vous souhaitez, puis avec la vision que vous avez. Fait que c'est ça. Puis pour l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Charles Page, qu'on avait déjà reçu dans un autre épisode, qui nous parlait de sa préparation pour l'ascension du Mont Everest. Et là, il est de retour, ça fait à peu près 3 mois. Il est venu nous parler de son expérience, de comment tout ça est arrivé, tout ça s'est enchaîné, comment il s'est senti, comment il se sent maintenant. Puis tout ce qu'il a vécu là-bas, il a vécu tellement d'affaires. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Là, on a été quand même shakés tout le long de l'épisode. Fait que C'est fou d'avoir eu accès au après, genre. Ouais. C'était le fun d'en parler, mais là, maintenant, c'est le fun de voir comment concrètement ça s'est passé. vraiment. Fait que si vous n'avez pas écouté le premier épisode, c'est dans la saison 2. On parle d'alpinisme avec Charles Page. Donc, allez écouter cet épisode-là. Puis c'est une belle intro à notre épisode d'aujourd'hui où Ouais. on conclut, en fait, on clore là, le sujet de l'Everest avec lui. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Allô, Charles? Allô, salut. Merci de me recevoir pour une deuxième fois dans votre nouveau studio. Hey, Ouais. oui, ben merci à toi. On est... Ben, genre, merci Oui. à toi de venir. Puis comme, c'est vraiment cool d'avoir la suite. C'est genre la première fois qu'on vit ça, de comme avoir un invité une fois qui part pour une aventure. Puis là, on le reçoit une deuxième fois pour qu'il nous parle de cette aventure-là, genre concrètement. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ouais, puis ben, comme tu disais, là, qu'on se reçoive dans notre studio parce que c'est ça la nouveauté aussi de notre saison 3. Là. On est dans notre studio à Drummond, puis t'es de Drummond, fait que c'est comme plus facile pour tout le monde aussi qu'on se rencontre ici rejoigne un matin. Là. Et Ouais, voilà. vraiment. Fait que notre formule, elle a un peu changé pour notre saison 3. Tu peux peut-être te présenter pour commencer, puis après ça, on te posera quelques questions avant de parler du vrai sujet. Là. Ouais, ben mon nom c'est Charles Page, je viens de Drummondville et puis d'abord et avant tout, je suis un passionné de voyage et puis je peux me considérer comme étant un aventurier, un alpiniste de haute altitude maintenant. Depuis pas si longtemps que ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté, mettons, le premier épisode. Non, c'est ça, là. ça fait seulement quelques années que j'ai commencé à graver des montagnes et puis récemment, ben comme On Comme va vous parler. savez, ben, j'ai fait l'ascension du Mont Everest puis du Mont Lhotse, la 4e plus haute, donc j'en suis très fier. Ah, c'est cool, j'ai hâte qu'on en parle. Ouais, vraiment. Puis pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode de la saison 2, on vous invite à le faire parce que Charles nous parle de tout son parcours puis de sa préparation à l'Everest. Fait que allez écouter cet épisode-là qui est disponible sur toutes nos plateformes. Fait qu'on commence avec quelques questions Avec pour nos comme se questions. dégourdir. Ouais. Là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que toi, tu pars en voyage, là, puis que tu as à choisir une destination. Comment tu choisis ta destination? Écoute, c'est une bonne question. J'essaye normalement de varier les continents, tu sais, de me promener un peu à travers la planète. Donc, parfois, je remarque que je suis allé, exemple, quelques fois de suite en Europe. Ben, la fois suivante, ben, j'essaie de choisir, exemple, en Amérique du Sud, tout Ok. simplement. Donc, j'essaie d'avoir une variété de destinations, pas toujours la même chose. Fait que c'est plus la variété que, mettons, le prix ou... Ouais, Tu sais, parce que moi, exact. j'irais genre par le coût du billet d'avion, mettons. Ouais, ben il y, Dépendamment a aussi ça, mais ce que je remarque, c'est que parfois, les prix de billets d'avion qui sont plus chers, là-bas, c'est moins cher, et l'inverse, c'est Ok, vrai. ouais. Donc, quand le billet d'avion est pas cher, souvent, ça nous amène à avoir un petit peu plus de dépenses en voyage. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est c'est vrai. Quelle autre langue aimerais-tu parler? Ben, assurément, tu sais, espagnol, je pense que c'est une langue qui est populaire dans plusieurs pays du monde. Et puis, tu sais, c'est sûr je peux considérer que je baragouine espagnol. Je me souviens de quelques cours
au cégep, à l'université, mais j'ai jamais poussé. T'as pas une conversation complète, mettons. Non, c'est ça. Je peux me débrouiller Mhm. de façon usuelle dans la rue quand je voyage, mais sans pour autant avoir des conversations. Donc, je suis très, très loin de me considérer trilingue, mais l'espagnol, c'est sûr que j'aimerais bien le parler Est-ce que tu le comprends? davantage. Ben, c'est sûr que les Moi langues aussi. latines, tu sais, on peut faire des parallèles avec Ouais. le français, on peut décoder, si on peut dire, Quelques mais mots. de là à dire que je le comprends, Pas ça, totalement. ça serait prétentieux. Quel pays voudrais-tu revisiter? Écoute, il y en a plusieurs pays d'Europe que j'aime constamment revisiter. J'aimerais retourner en Grèce, j'aimerais retourner en Italie, ainsi de suite. Ok. T'aimes Le vraiment Népal l'Europe. aussi. T'as un penchant pour l'Europe, on dirait. Oui, mais en fait, non, parce que je suis allé à beaucoup d'endroits dans le monde. Mais c'est sûr que l'Europe m'attire beaucoup. Ouais. Lors du dernier podcast, là, j'avais mentionné que les pays méditerranéens m'attiraient particulièrement. Oui, c'est vrai. C'était quoi ton premier vol? Mon premier vol à vie, c'était un vol Montréal-Paris avec mon ami Guillaume. Ah On oui, était tu nous en avais parlé. on était partis en Europe pour un voyage sac à dos. On avait 19 ans. Donc, Ok. c'est là la première fois que j'ai pris l'avion. À 19 ans. Puis, la dernière question, un endroit que tu voudrais visiter avant de mourir, qui est sur ta bucket list. Là. Je pense la Nouvelle-Zélande, juste par rapport au fait que c'est tellement loin. Tu sais, c'est un peu l'endroit le plus loin d'ici, du Québec. Donc, j'aimerais m'y rendre. Puis, on voit tous les beaux paysages que ce pays-là a à offrir. Donc, c'est sûr que c'est un endroit que j'aimerais un jour visiter. Et possiblement plein de randos à Oui. faire aussi. Possiblement. T'es-tu déjà allé en Océanie, Non, en Australie? c'est un endroit du monde où j'ai jamais mis les pieds. Je me dis que c'est des destinations qui se font bien plus tard. Donc, Puis depuis, mettons que tu fais de l'alpinisme, là, est-ce que le centre de tes voyages, c'est je voyage pour aller faire du sport, pour aller monter des montagnes, ou tu réussis quand même à voyager, genre pour relaxer, puis pas nécessairement... Ben, ça l'est arrivé, là, dans le fond, de faire des voyages simplement pour relaxer. Là, tu sais. C'est sûr que dans les dernières années, il y a beaucoup de voyages dont le centre était les montagnes, mais je pense à 2 voyages que j'ai faits cette année. Je suis allé dans un voyage avec ma mère dernièrement en Italie, puis le centre du voyage n'était pas nécessairement les montagnes, c'était de découvrir l'Italie, puis des régions de l'Italie que je n'étais pas allé. Puis cet hiver, on était allé à Bali aussi, donc c'était des voyages qui étaient purement pour le loisir et non pas pour faire l'ascension de quoi que ce soit. OK. Ouais. Si on rentre dans le vif du sujet, on Ouais. t'a reçu à la saison 2 pour nous parler de, comme je disais tantôt, de toute ta préparation Ouais. à l'ascension de l'Everest. Là, c'est fait. Ouais. Raconte-nous, là. Dans le fond, si tu veux repartir peut-être du début, là, à quel moment t'es parti, puis nous parler là, justement de l'ascension. De l'aventure, Ouais, de l'aventure. De parce toutes que les tu- péripéties. Écoute, Ouais, j'ai ouais. l'impression que je m'embarque dans dans On est là un pour long... ça. Ben, en réalité, je suis parti vers la fin mars, le 22 mars. J'arrive au Népal avec le décalage le 24 ou le 25 mars. Là, je me rappelle plus trop des dates, mais c'est pas ça qui est important. C'est que, en fait, quand je pars au Népal, ben, je pars avec un groupe de Québécois. On se trouve à être une quinzaine de Québécois. Et puis, avec ces gens-là, moi, je suis supposé de faire le trek pour me rendre au camp de base. Puis à partir du camp de base, ben moi, je suis censé y rester pour faire le reste de mon expédition. Et puis le reste du groupe de Québécois, ben eux reviennent chacun chez eux. Donc, j'arrive à Katmandou. Et puis là, c'est la première journée où je suis au Népal. Et puis, Gabriel Philippi, avec qui j'ai monté le mont Manaslu l'automne dernier, ben là, il m'annonce, avec qui je devais monter l'Everest, il m'annonce à mon arrivée que finalement, il ne monterait pas l'Everest. Lui, il était là-bas avec toi à ce moment-là. Oui, lui, il était là-bas. C'est lui qui avait organisé le groupe, le groupe de trek, et ainsi de suite. Donc, vous devinez que déjà en partant, mon aventure a commencé comme ça. Ça a été...
ça a été vraiment un choc pour moi parce que, tu sais, on s'entend, j'allais pas monter le Mont Orford. Puis, ce qui était rassurant, en fait, d'être avec un autre Québécois, tu sais, on avait chacun nos Sherpas. Gabriel n'était pas là pour nécessairement être mon guide. Il n'était pas là pour me monter sur ses épaules non plus, mais il y a quelque chose de rassurant de partager des moments, de partager des doutes, de partager des craintes avec quelqu'un d'expérience. Puis moi, c'est là où je voyais que ça faisait tout son sens d'être avec Gabriel. Lui, il l'avait déjà monté? Lui, il l'avait déjà monté OK. à 4 reprises. Puis, autrement dit, tu sais, on partage beaucoup de moments dans les camps supérieurs. Donc, camp 1, camp 2, camp 3, ainsi de suite. On partage des moments dans une tente. Donc, on est 2 par tente. Et puis moi, c'est surtout ces moments-là où j'entrevoyais, tu sais, un espèce de support. Puis pour faire une histoire courte, c'est ça, Gabriel me dit, Charles, tu sais, je ne monterai pas l'Everest. Donc, ça m'amenait à, de un, ben, savoir si j'attendais pas à Katmandou pour me trouver une autre équipe avec qui monter. Est-ce que tu t'es dit, je le fais-tu, mettons? Ou t'as-tu remis en question ton... Ben, je me suis pas remis en question par rapport à si j'allais monter l'Everest. Ça, c'était... Dans ma tête, il n'y avait pas de doute. J'y allais. Par contre, là, ça fait beaucoup d'émotions à gérer parce que là, j'étais un peu pris de dernière minute. J'étais un peu pris de court. Si j'avais su d'avance, j'aurais pu m'organiser d'avance. Là, j'étais pris un peu... à devoir m'arranger en étant sur place là-bas. J'avais quelques heures parce que, dans le fond, de Katmandou pour te rendre à Lukla, ben ça se fait soit en avion ou en hélicoptère. Puis le trek, ça part de Lukla. OK. Donc, tu sais, moi, même pas 24 heures après, on prenait l'hélico pour se rendre à Lukla. Donc, j'avais vraiment une courte période pour choisir. Puis, en fait, les 2 choix que j'avais, c'était soit je restais à Katmandou, que j'essayais de me trouver une autre agence avec qui partir, une autre équipe, ou soit que je partais avec le groupe de Québécois, puis que j'allais trouver les solutions en chemin. Grosse décision quand même. Ben oui, quand énorme tu décision, pars ça commence de même. Fait que, tu sais, je sais pas si on peut aller là, mais qu'est-ce qui fait que lui, finalement, a fait le choix de pas le faire? Écoute, je suis pas la personne la mieux placée pour y répondre parce que moi-même, j'ai jamais vraiment su le fin fond de l'histoire. Okay. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, accepte-le. Puis de toute façon, tu peux pas forcer quelqu'un à monter l'Everest. Il y a probable, si la personne, ça vient pas d'elle, puis tu veux pas monter l'Everest, ben, tu peux pas aller contre nature là, pour ce genre de défi-là. Donc, j'ai pas cherché à creuser. J'ai pas cherché à creuser davantage. C'est sûr que j'ai eu des bonnes discussions avec lui. Là. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'il m'en parle d'avance. Il a sûrement pas dû apprendre la journée qu'on partait. Même peut-être qu'il voulait pas influencer ta décision. Peut-être aussi, peut-être qu'il a voulu me protéger. Il avait peut-être peur que moi, ça change tous mes plans. Puis, donc, au final, je tiens à préciser, mais Gabriel et moi, on s'est reparlé 1 mois après que je sois revenu. Il m'a appelé. Puis, au final, moi, je ne changerais rien de mon histoire. Mon histoire est extrêmement positive. Ça fait partie de ton expérience. Ça fait partie de mon histoire, ce qui est arrivé. Puis, il y a des leçons à retenir de ça, dans le sens que j'aurais pu me laisser complètement, pas abattre, mais j'aurais pu me laisser... je sais pas comment dire, là, mais vraiment démoralisé par rapport à cet événement-là. Puis se revirer de bord pour faire comme Puis je pense que la façon dans la vie dont on s'encourage, ben ça, c'est la clé de nos réussites. Puis moi, cette journée-là, ben j'ai vu ça comme un obstacle, pareil comme un autre. Puis je me suis dit, reste positif, tu vas trouver des solutions. Puis les planètes vont s'aligner, puis ça va bien se passer. Fais confiance à la vie, là, tu sais. Garde une bonne attitude. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Puis je suis parti avec la gang de Québécois, les trekkers québécois qui se sont rendus au camp de base. Puis écoutez, j'ai tellement fait des belles rencontres. J'ai reparlé à presque tout le monde qui faisait partie du trek pendant mon aventure ou après. Ça a été que des beaux moments. Puis au final, je suis pas amer du tout de la situation. Ça a été juste un obstacle de plus. Donc,
si j'enchaîne, c'est que mon aventure a commencé comme ça. Puis ensuite, c'est ça. On s'est rendu Fait que t'as pris la décision, t'as dit j'y vais, puis rendu là-bas, je me trouverai. Je me trouverai une équipe. OK. Puis finalement, j'avais un ami, Louis, que je connaissais par d'autres montagnes que j'avais faites. On avait fait le sommet du mont Aconcagua ensemble en Argentine. On avait développé une grande amitié. Puis j'avais envoyé un message à Louis. Je lui avais demandé, Louis, seras-tu à l'Everest cette année? Il m'avait déjà parlé cet hiver qu'il y avait des possibilités qu'il soit à l'Everest. Donc, on s'est écrit. Puis finalement, il me dit, ben oui, je viens d'avoir la confirmation que je vais à l'Everest parce que lui, dans le fond, il est cinéaste de haute altitude. Fait que Louis s'est ramassé à être à l'Everest. Puis là, je sais pas comment raconter ça, là, mais le hasard de la vie a fait en sorte que la personne qui avait engagé Louis faisait affaire avec la même agence avec laquelle j'étais. Fait que, indépendamment du fait que si j'avais texté Louis ou pas, on se serait ramassés tous les deux. Comme si on était fait pour être réunis. Je sais pas comment dire, mais ça a été un peu ça la suite de mon aventure. Fait que moi, quand j'étais au camp de base, quand j'étais arrivé avec le groupe de Québécois, on était 2 semaines trop d'avance. Puis, en fait, c'est que entre le camp de base et le camp 1, c'est là où il y a toutes les espèces de crevasses, puis les échelles. Ils appellent ça le Khumbu Icefall. C'est un endroit qui est hyper dangereux. Puis cette année, particulièrement, à cause des dangers sur la route, ils ne trouvaient pas d'endroit sécuritaire pour faire le chemin. Puis ça a pris vraiment de temps. Il y a comme une équipe du gouvernement, là, les Icefall Doctors, qu'ils appellent, qui installent les échelles. Et puis, eux ne parvenaient pas à trouver une route sécuritaire. Puis finalement, ils ont refait la route au même endroit que, je pense, en 2014, quand il y avait eu un éboulement d'un sérac, puis qu'il y avait eu une tragédie. Ça avait tué un grand nombre de Sherpas. Donc, cette année, vous comprenez que quand ils nous ont dit la route, elle va être plus à gauche comme en 2014, puis c'est la première fois qu'on l'a fait là, on sait pas trop, on s'en est pas trop vanté à nos proches là, que la route allait passer là. Mais comment tu vivais ça, toi? C'est sûr que ça m'amenait beaucoup d'incertitude. Mais à un moment donné, pas que ça prend un laisser-aller, mais il faut faire comme confiance à la vie. Là, si eux disent que c'est sécuritaire, tu leur fais confiance aussi. C'est un peu ça. Puis, je me disais, écoute, si mon heure est arrivée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Khumbu Icefall, t'as bien beau faire attention, t'attacher, faire ce que tu veux. S'il y a un gros bloc de glace qui se décroche au moment que tu passes, c'est terminé. Là, Fait que c'est un peu ça. Fait que il y a eu ça. Puis quand j'ai texté Louis, eux autres, ils commençaient le trek 2 semaines après moi. Puis là, moi, je voulais pas non plus dégrader ma santé au camp de base. Fait que ce que j'ai fait, j'ai redescendu, en fait, dans les villages. Je suis allé faire l'ascension d'une montagne de presque 6200 mètres, le Highland Peak. Ça a été super bon parce que ça m'a permis de m'acclimater. J'étais allé chercher de l'acclimatation à l'altitude. Tu l'as fait seul ou avec d'autres Québécois? J'étais allé avec seulement mon Sherpa. OK. Ouais. Fait qu'on a fait ça les deux. Puis après ça, là, j'étais allé rencontrer Louis, puis on a refait le trek ensemble. Puis on a fait plein d'endroits. On est passé par des endroits que j'avais pas passé pour la première fois quand je l'avais fait. Donc, ça a été aussi des découvertes, des beaux paysages, des belles randonnées. Puis, c'est pour se rendre au camp de base. Oui, pour se rendre au camp de base. Donc, je suis retourné au camp de base une deuxième fois. Ça a été vraiment magnifique, là, comme randonnée, puis comme partage aussi. Puis, à partir du moment où on est au camp de base, c'est comme la vraie game qui commence. Là, il faut s'acclimater sur l'Everest. Puis, stratégiquement, étant donné que le Khumbu, c'est un endroit dangereux, on ne voulait pas le traverser. Au début, je prévoyais le traverser comme faire 2 rotations dans le Khumbu, le traverser comme 2 fois les retours. Okay. Finalement, on l'a traversé juste une fois. Okay. Donc, on est allé jusqu'au camp 2,
pour faire notre rotation. On aurait aimé se rendre au camp 3. Puis écoute, la météo était vraiment pas bonne. Puis à un moment donné, il y avait un équilibre à prendre. Est-ce qu'on veut s'acclimater? Est-ce qu'on veut prendre des risques? Finalement, on a décidé de ne pas prendre de risques. Puis le risque qu'on a pris, c'est d'être pas assez acclimaté. Fait qu'on est redescendu au camp de base. Juste pour être sûr, vous avez passé du camp de base, vous avez monté directement au camp 2? Ben là, on a monté au camp de base à camp 1, camp 1 à camp 2. Okay. On est resté, je pense, 2-3 jours au camp 2. Puis, on n'a pas pu aller dans notre rotation, aller à camp 3. Ça, c'est ce qu'on aurait dû faire, aimer faire, entre guillemets. C'était ça le plan. Finalement, on n'a pas pu. Puis la distance entre le camp de base, la distance entre les camps, ça ressemble à quoi? Ben, en termes de distance, j'ai de la difficulté à le dire. C'est certainement quelques kilomètres, mais on parle plus en niveau d'élévation, donc d'altitude. Le camp de base est à 5300, le camp 1 est à 6000, le camp 2 est à 6500, puis le camp 3 est à 7000. Ouais. Donc, fait que là, après le camp de base 2, vous avez pris la décision de revenir. Ouais, là, on est revenu. Puis là, à partir du moment où tu reviens au camp de base puis que tu considères que ton acclimatation est faite, ben là, t'attends pour avoir une fenêtre météo. Cette année, ce qui s'est passé, c'est que pour monter l'Everest, là, c'est 2 semaines dans l'année. Ça a rapport avec les vents. Il y a 2 semaines dans l'année que les vents diminuent et puis qu'on peut penser faire le sommet de cette montagne-là. Sinon, on pourrait le faire à l'année, mais c'est pas possible à cause que les vents sont trop importants. Donc, c'est toujours, là, les sommets de l'Everest, c'est presque toujours entre le 12 et le 26 mai de chaque année. Ça peut varier de quelques journées, là, mais la fenêtre, c'est ça. Donc, nous, fin avril, on redescend en bas au camp de base. À ce moment-là, on pense que on est acclimaté. Moi, perso, j'ai des doutes. Là. Je veux dire, j'aurais aimé ça me rendre à camp 3. Là. On s'était rendu à camp 2. Là, on voit que la fenêtre météo, ça arrive pas, ça se passe pas comme prévu. Là, tu sens ton corps un peu dépérir par l'altitude. Fait que ce qu'on faisait, on essayait d'être discipliné. Puis il y avait une montagne juste en arrière du camp de base. Il y a une montagne qui s'appelle le Pumori. Puis, on s'est trouvé à aller faire des hikes au Pumori Hike Camp. Puis, on montait, mettons, à 6800 mètres pour aller comme garder la forme. 6800? Non, 5800. Ouais. Donc, c'est un peu... As-tu senti des symptômes différents de l'altitude? On a parlé un peu de ça dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble, mais... là, as-tu ressenti d'autres symptômes que tu n'avais jamais vraiment eu avant? Ça a bien été, honnêtement. Ouais. Ça a été vraiment une belle expédition. Oui, j'ai été écorché. Là, je veux dire, je veux pas... je veux pas sous-estimer. C'est quoi le mot? Ben, diminuer. Je veux pas diminuer ce que j'ai vécu parce que c'était pas facile, mais... toute proportion gardée, là, ça a vraiment bien été. Parce que ça, c'était une source de stress quand même au début. Ben, de c'est voir, sûr, là, comment tu vas réagir à l'altitude. De fois en fois, tu réagis jamais de la même façon. Puis, j'ai même pas eu besoin de prendre aucun médicament, Diamox ou quoi que ce soit, là, pour s'aider à s'acclimater. Puis, en fait, je voulais pas en prendre parce que ça fait... c'est un diurétique, donc... faut que tu boives plus. Il faut que tu fasses pipi plus souvent. Donc, j'essayais d'éviter de prendre ça, puis j'ai pas eu besoin d'en prendre. Donc, ça a bien été. Puis, on est resté discipliné. On est allé faire nos hikes à Pumori, Hike Camp. Et puis, ça nous a gardé en shape, en bon québécois. Puis, quand la fenêtre météo est arrivée, ben là... c'était beaucoup plus tard qu'on pensait. Ah ouais, c'était quand finalement? En fait, les fenêtres pour faire le sommet, ce qu'on s'était fait dire, c'était que ça allait être entre le 19 mai et le 22 mai. Oh, OK. Donc, là, entre les équipes, on se parle,
Donc, vous comprenez qu'entre le 12 et le 19 mai, là, c'était très, très, très risqué de s'aventurer pour faire le sommet. Il n'y a presque pas eu de sommet. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a eu comme du trafic particulièrement cette année. Tu sais, du trafic, les fils, là, ce qu'on voit. C'est parce que la première semaine, il n'y a pas personne qui a pu faire le sommet. La météo n'était pas bonne. Puis là, on a juste 2 semaines. Donc, tout le monde se ramasse la deuxième semaine, ou presque. Puis là, nous, pour viser faire le sommet le 19, parce qu'on était dans les premiers à y aller dans la fenêtre météo, je pense que les Sherpas, entre les équipes, s'étaient entendus. Vous autres, vous y allez le 19, vous autres, vous y allez le 20, ainsi de suite. Là. Fait que nous, on part le 15 mai. OK. Fait que le 15 mai, let's go, on part, c'est notre summit push. Fait que là, on skip le camp 1, on part du camp de base, puis on se rend directement au camp 2. Puis là, imagine-toi donc qu'en arrivant au camp 2, c'est ça, on traverse ça de nuit, en arrivant au camp 2 le lendemain matin, ben là, on se fait dire que la météo, elle a changé. Ah ouais. Ouais. Puis que finalement, le sommet, on pourra pas le faire le 19. Ah. Il va falloir le faire le 20. Fait que là, écoute, t'es comme... Le plan change. Ouais. Là. Bon, je redescends ou quoi? Ben là, tu sais, stratégiquement, c'est que plus que t'es haut, plus que c'est difficile, puis plus que ton corps se dégrade par rapport à l'altitude. Fait qu'on s'est dit, on va arrêter de monter, on va rester au camp 2. Ouais. Puis le camp 2, tu sais, il y a quand même un peu de confort, dans le sens qu'on a une tente commune où on peut partager du temps tous ensemble. On n'a pas juste nos petites tentes là, pour dormir. C'est le dernier camp où c'est comme ça. Fait qu'on s'est dit, on va rester ici. Il n'y a pas la gang du vin qui s'en venait? Ben là, c'est ça, tu me vois venir. Je suis comme... Fait que là, la gang qui était censée faire le sommet le 20, eux autres montent. Ils sont déjà en route. Fait que là, on se ramasse comme 2 journées dans une. Puis là, le lendemain, on se fait dire, guys, la météo a changé. La fenêtre météo, c'est plus bon pour le vin. Et là, je te dis, on capote. Puis là, c'est long, là. Ça fait 3 jours qu'on attend à camp 2. T'es à 6500 mètres d'altitude. C'est pas... t'es pas en vacances à la plage, là, à 6500 mètres. Tu sais, tu te fais complètement manger par l'altitude. Je sais pas comment dire, là, mais tu perds des forces juste à être là. Puis en termes de température, il fait-tu froid? Ben, il ventait, tu sais, il faisait pas beau. Froid, on a de l'équipement pour le froid. Tu sais, qu'il fasse moins 20, moins 25, c'est vraiment pas ça qui est grave. C'est vraiment le vent qui est un enjeu. Puis là, ce qui arrive, c'est que le sommet, il est plus possible, le 20. Fait que là, la fenêtre devenait uniquement possible le 21, puis le 22. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais là, Vous êtes combien, mettons? écoute, on était facilement une centaine. Plus les Sherpas, là, tu sais, je veux dire, c'est difficile à évaluer parce que, tu sais, il n'y a pas y a pas personne qui fait le bilan, la statistique, mais on était visiblement une centaine. Tu sais, c'est ça qui explique, la météo explique le fait qu'on s'est ramassé, on s'est fait vraiment prendre, là, 3 journées dans une journée. Puis finalement, nous, on était là, ça faisait 3 jours. Là, à un moment donné, quand ils ont dit « OK, on peut y aller », là, il va faire beau pour vrai. Là. Fait qu'on est monté du camp 2 au camp 3. Ça a été... c'est quand même une bonne journée. Puis quand tu arrives au camp 3, là, les choses sérieuses commencent. Fait que là, c'est la première fois que tu atteins le camp 3. Ouais, là, c'était la première fois que j'ai atteint le camp 3. Puis là, les choses sérieuses commencent. T'sais, là, tu sens que quand tu décolles du camp 3, il n'y a plus ben de repos. Okay. Puis que ça va enchaîner. Puis le sommeil, tu mets ça de côté, puis tu puises dans... C'est combien de temps, mettons, du camp 3 au sommet, tu sais, en termes de jours? Est-ce que... Ben là, quand tu pars du camp 3, on est parti, mettons, en fin d'avant-midi ou en milieu d'avant-midi, je me souviens plus trop, mais bref, on arrive en fin de journée au camp 4. Qui est le sommet. Le camp 4, c'est à environ 8000 mètres. Là, tu es dans la zone de la mort. Okay. Puis le camp 4, c'est le dernier camp avant le sommet qui était à 8848. OK. Fait qu'on part du camp 3, on arrive au camp 4 en fin de journée. Puis là, on se dit, on mange,
on se couche quelques heures, puis vers 10-11 heures le soir, on part pour faire le sommet. Fait qu'on a dormi environ 3 heures. Tu es stressé, tu dors pas. Là, La dernière nuit était au camp 3, si on peut appeler ça une nuit, là, on s'entend. On est dans une petite tente, puis c'est pas le gros luxe. Tu es à 7000 mètres. T'es en altitude, c'est ça, en plus. Là. Donc, part pour le sommet. Là, le sommet, c'est tout... Tu sais, tout est à la file, mais tout est cohérent parce que tout le monde va à la même vitesse ou presque. Oui, ça paraît impressionnant sur les photos, mais c'est pas de quoi qui dérange. Où que ça dérange, c'est quand tu arrives près du sommet. Quand tu arrives près du sommet, c'est que là, c'est un endroit hyper technique qui s'appelle Hillary Step. Puis là, tu as plein de monde. Puis il y a plein de cordes des autres années. Tu sais même pas si tu es attaché après la bonne corde. C'est un endroit vraiment spécial. J'ai jamais eu peur de même. Tu vois, il y a des cadavres qui sont là Ah, c'est ça, on t'avait demandé la dernière fois, puis là, t'étais comme, je sais pas, j'en ai vu je vais le voir. quelques-uns. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand toi, tu montes, ben là, tu commences à croiser des gens qui, eux, redescendent, qui ont fait le sommet, qui étaient avant toi. Donc, de croiser des gens, là, ça complique. Ça complique les choses, là, tu sais. Ça complique, mais en même temps, ça doit être rassurant de voir qu'ils se sont rendus, là. Qu'ils reviennent ou... C'est une façon de voir les choses, mais c'est que quand tu as 2 km de vide chaque côté de toi, puis que la trail est ça de large, laissez passer tu dois quelqu'un. croiser quelqu'un qui est... Tu sais, on est tous habillés un peu comme le bonhomme Michelin. Ça a été vraiment... tu sais, il y en a un, il faut qu'il se détache de la corde pour passer l'autre. Là. Fait que souvent, tu sais, moi, je me détachais de la corde. Puis là, pour passer l'autre, ben... T'as pas 2 attaches, mettons? Moi, je travaillais avec 2 attaches. Okay. Là, j'ai pas pris de chance. Là. Donc, j'en clippais une, mais là, d'un fois, le gars, il est comme trop gros. Fait que tu te rends pas l'autre bord de lui. Fait que là, tu te clips après son harnais. Okay. Donc, je me clippe après lui. Tu faisais des câlins à tout le monde qui passait. Lui, vu qu'il est clippé à la corde, ben là, je suis en sécurité si je me clippe après son harnais à lui. Vous êtes les deux ensemble, s'il arrive de quoi, tu sais. Ben, écoute, tu sais, tu y penses puis tu essaies de pas trop y penser. Oh, Seigneur. Fait que ça a été vraiment... Mais ça arrive-tu en temps normal que tu croises des gens qui descendent? Ou... Ben oui, tout le temps. Puis c'est un peu ça qui crée les embouteillages. Là. Fait que... Tu sais, toutes les vidéos impressionnantes d'embouteillage, ben c'est ça que tu vois, là, tu sais, c'est les zones hyper techniques où les gens qui montent croisent ceux qui descendent. Les gens prennent ça en vidéo, puis c'est ça qui devient viral sur les réseaux sociaux, tu sais. Quand ça va bien, puis que tout le monde monte, puis que la vie est belle, là, ça devient pas viral, ces trucs-là. C'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Là, on mais arrive ça je veux juste revenir au bout des cadavres, là, parce qu'on dirait que ça me... Ça passait comme si de rien n'était. Mais que on dirait que je suis stressée pour toi à t'entendre. Ouais. Tu vois des cadavres, tu dois... tellement être stressé, là. Tu te dis que ça peut arriver. Ben, écoute... T'es fatigué, sûrement. Tu vois comment, loin, genre, ou comme à côté, là, de moi? Ah, il y en a que c'était quand même proche. Ah, ouais. Ouais. Tu devais avoir la chienne à ce moment-là? Ben, première chose, c'est que j'étais préparé à ça. Je savais que j'allais en voir. Fait que déjà là, s'il n'y avait pas l'effet de surprise, je savais que j'allais en voir. Fait que j'étais comme préparé. Parce qu'on voit pas ça J'ai aimé, quotidiennement. là, ça va faire bizarre ce que je veux dire, mais j'ai aimé en voir parce que ça te reconnecte au moment présent en tabarouette. L'altitude, là, ce que ça a comme effet, là, tu tombes un peu délusionné, je l'ai mal dit, là, mais tu tombes un peu dans les vapes, là, en quelque sorte. Puis là, quand tu vois des cadavres, là ça te ramène. Ça te ramène. Là, tu te dis, hey, reste concentré, reste focus, puis il y a du danger qui t'entoure. Là. Mais tu sais, les Sherpas avec qui vous étiez, là, est-ce qu'il y a des cadavres qui sont là, que c'était leur... tu sais, que c'était eux, le Sherpa, mettons, de ce cadavre-là, genre? Non, je pense pas. Parce qu'eux, ils recroisent sûrement, tu sais, puis ils savent c'est qui, comme... Possible, mais je suis pas allé... je suis pas allé jusque-là, mais c'est sûr que tous les Sherpas ont déjà vécu de près ou de loin des tragédies. Fait que cette zone-là où est-ce que la trail est étroite, que tu as 2 kilomètres de vide là, à côté de toi. Ça, c'est la zone
la plus critique, j'imagine? Ben, Hillary Step, que ça s'appelle. Là, oui, c'est une zone qui est très technique. Puis là, tu es dans la zone de la mort, tu es à 8800 mètres. Là. C'est vraiment. Tu portes un masque à ce moment-là? Oui, en haut de 7000, tu as un masque tout le long quand tu dors. Sur ton masque, il y a un régulateur. Donc, tu peux ajuster le nombre d'oxygène, le litrage d'oxygène par minute que tu as. Fait que quand tu dors la nuit, ben, t'en mets moins que quand tu fais de l'effort physique où là, t'en mets un petit peu plus. Mais t'as-tu dormi... T'sais, parce que là, tu disais que t'es parti du camp 4. Ouais. T'as pas tant dormi entre... J'ai dormi au camp 4 à peu près 3 heures. Ouais, c'est ça. Mais après ça... Avant de faire la poussée pour le sommet. Puis là, c'est ça. C'est l'effort de toute une nuit. Il fait froid. T'arrives au sommet. Écoute, il y a eu un magnifique lever de soleil. Wow. C'était tellement beau. Puis... les vents font foi de tout. On a pu rester au sommet 45 minutes. Ça a été un moment absolument magique. Tu sais, au début, j'étais dans les émotions, mais à un moment donné, tout ça tombe. Puis là, tu l'apprécies pour vrai. Tu sais, j'ai comme lâché mon téléphone, je me suis assis, j'ai juste regardé tout le tour à 360 degrés. Puis là, j'étais là, wow! C'était comme... un moment que j'oublierai jamais, jamais. Ça a été purement magique comme moment. Puis on voyait tellement loin cette journée-là. Ça doit être tellement un mélange d'émotions. Tu sais, quand de la fatigue, tu dois tellement être fier de toi. Mais en tout cas, ça doit être tellement un gros mélange d'émotions. Mais de vivre ça avec d'autres personnes aussi, ça doit être spécial, là, le lien. Vraiment spécial. Puis là, à un moment donné, on parle à d'autres équipes qui sont là au sommet. Puis là, on apprend que pendant qu'on montait, il y a 2 personnes juste en avant de nous, là, à quelques mètres. Là. Tu sais, quelques mètres, c'est des demi-heures, c'est des heures. Fait qu'on les a pas vus, mais il y a 2 personnes en avant de nous qui ont tombé dans les Hillary Step. Fait que là, on apprend au sommet qu'il y a 2 personnes qui sont tombées, qui sont mortes. Qui sont tombées du côté de la Chine. Non. Fait que là, écoute... Il faut que tu reviennes, là. Tout le moment que tu viens de passer, la magie de... Que eux ont vécu ça aussi. Non, mais tu sais, la magie d'être au sommet puis tout ça, là, ben là tu retombes... Tu retombes focus, c'est pas très long. Là, tu te dis... Puis on le savait, mais tu te dis, écoute, la job est pas finie. Là, il faut redescendre. C'est ça. Fait que... Puis eux, ces personnes-là, tu les connaissais pas du camp? Non, puis là, à ce moment-là, on sait pas c'est qui. Là. On sait juste qu'il y en a 2 qui sont tombés, puis on dit, ben, on va apprendre c'était qui ces 2 personnes-là. En revenant. Mais c'est qu'on fou comment au tu camp de réalises base, que c'est ton moment, ou est-ce que tu es au sommet, que tu enjoy, que tu profites de ce moment-là. Ça peut vraiment être éphémère. Eux, ils ont vécu ça aussi. Là. Mais ils ne sont pas rendus, eux? Oui, c'est en descendant que... Eux, c'est non, en montant. Ah, c'est en montant. Ah, OK. En montant, mais juste avant le sommet. Là, c'est que... Puis ça, c'est facile à voir sur Internet. Là. Dans le fond, c'est que la corniche s'est effondrée. Puis il y en a 2 qui sont... puis à ce moment-là, ils n'étaient pas attachés pour X raison. Là. Fait que là, on apprend ça au sommet. Puis là, on descend. Puis là, quand on descend, ben il y a un autre endroit où la corniche s'est effondrée. Fait que là, le chemin, il est plus pareil que quand on est monté. Puis là, on apprend, en arrivant à cet endroit-là, que ça fait quelques minutes que c'est arrivé. C'est arrivé pendant qu'on était au sommet. Hey. Puis là, on apprend qu'il y en a 4 qui sont tombés, mais qu'eux, ils ont eu la chance d'être sauvés parce qu'ils étaient restés attachés à la corde. Fait que là, écoute... mais ça arrive souvent que ça tombe de même? Ou... Ben non, mais là, ça a comme arrivé 2 fois en l'espace de quelques minutes, quelques heures. Fait que t'étais vraiment là, écoute, au bon on est moment là, du sommet. Là. Mais tu sais, il n'y a pas... t'as bien beau te dire, hey, je veux plus être là, je veux descendre, puis il n'y a aucun aide externe possible. Là, c'est comme, faut que tu passes. Là. Tu peux pas te poser la question, tu peux pas attendre, faut que tu passes. Fait que là, tu prends ton courage, tu y vas, puis... T'espères être bien attaché. Ouais, exact. Puis, tout ça pour dire, c'est que là, on avait fait le sommet le matin à peu près à 8 heures. On est resté là 45 minutes, on redescend, ça prend une couple d'heures pour redescendre. On arrive en fin de journée au camp de base, pas au camp de base, au camp 4. Donc, j'étais comme Seigneur, ça va vite. Pris de chairlift. Fait qu'on revient au camp 4. On est
On est vraiment exténués, là. Fait que Louis puis moi, on s'était acheté le permis pour faire le mont Lhotse. OK. Le mont Lhotse, c'est la 4e plus haute montagne au monde. Et puis, elle est tout juste à côté de l'Everest. Puis, il y a un embranchement entre le camp 3 puis le camp 4 pour aller vers le mont Lhotse. Donc, jusqu'au camp 3, pour monter ou le Lhotse ou l'Everest, c'est la même route. Donc, nous, c'était pour faire l'espèce de doublé Everest-Lhotse, ce qui est un exploit, Que l'Everest si on n'était peut pas dire. assez, mettons. Là. Ben, en fait, c'est pas que c'est pas assez. C'est qu'on s'est plutôt dit tant qu'à être là. Ouais. Parce qu'exemple, que quelqu'un veut aller faire le Lhotse, ben, il faut tout qu'il fasse Ouais. le processus d'acclimatation, ci pis ça. Mm. Puis là, ça prend 1 mois et demi faire ça, là, tu sais. Donc, nous, on s'est dit, ben, écoute, on va être déjà acclimaté, on va être déjà là. Tant qu'à être là, ben, si on a le permis, puis qu'on se sent en forme pour le faire, let's go, on le fait. Donc, on avait pris comme le gamble d'acheter le permis avant, parce qu'il Ça faut coûte que tu combien? l'achètes avant. C'est une couple de milliers de dollars. Là, en tout, là, je dirais, ça doit être un 10-15 000. Là, je me Fait que souviens c'est quand plus même chiant exactement. si, mettons, tu peux pas le faire. Écoute, c'est un gros comme- gamble. Là, C'est ça. c'est un gros gamble. Mais on s'était dit, on est là. Mm. Fait que, puis là-dedans, c'est parce que tu as le salaire du Sherpa, le pourboire du Sherpa. Ça prenait 3 bonbonnes d'oxygène de plus qu'on avait prévu à l'avance, qu'on avait emmené là. Puis c'est ça. En revenait de l'Everest, ben là, on rentre dans la tente. Pas le temps de parler du Lhotse, là. C'est le temps de Dans le camp se 4, reposer, Ouais. de boire de l'eau, boire de la neige fondue, on s'entend. Puis de un peu reprendre des forces. Est-ce que tu te sentais en sécurité quand tu es revenu Non. au camp 4? Est-ce Du que moment où OK. j'ai quitté le camp de base pour aller dans la montagne, jusqu'au moment où je revienne au camp de base, ça, j'ai été parti 8 jours. Je me suis jamais senti en sécurité. 8 jours de temps, puis pendant toute la journée. Là. Tu sais, jamais un moment où je me sentais en sécurité. Il y a du danger partout. Tu sais, tu dors dans ta tente, tu peux penser que tu es en sécurité, sauf que s'il y a une avalanche dans la montagne qui se décroche, s'il y a une roche qui tombe, ben souvent les camps sont placés à flanc des montagnes. Donc, T'es à risque. tout peut Ouais, arriver. Tu sais, t'es jamais en sécurité. Donc, non. Puis, c'est ça. On s'est couché au camp 4 en revenant d'Everest. On était vraiment, tu sais... Toasté. Ouais, c'est ça. Toasté. C'est le bon mot. Fait que, à un moment donné, on reprend nos forces, puis on se dit, si tu y vas, j'y vais. Il me répond, si tu y vas, j'y vais. Fait qu'on se dit, on y va. Fait que c'est comme ça que notre projet du Lhotse s'est avéré. Puis là, c'est un peu la même stratégie. Hein. Tu peux pas te reposer une journée de temps. On n'aurait pas pu dire on va rester une journée de temps au camp 4 pour reprendre des forces. Ton corps, il se régénère pas. Fait que chaque minute que tu passes là, tu te dégrades même si tu fais rien. Fait qu'on s'est couché quelques heures, puis on a fait comme qu'on avait fait la veille. On est reparti le soir. Puis là, tu pars pour aller monter le Lhotse, mais là, ta journée elle commence qu'il faut que tu descendes. Fait que tu pars du camp 4, puis là, tu descends, tu traverses un ridge, puis là, entre le camp 3 et le camp 4, il y a un embranchement pour remonter le Lhotse. Puis le Lhotse, c'est bien particulier, contrairement à l'Everest, c'est que c'est très, très, très abrupt, puis c'est comme dans un couloir. Fait que c'est une ligne droite dans un couloir très, très abrupt. S'il y a quelque chose qui se décroche en avant de toi, que ce soit une roche ou un autre alpiniste qui échappe de quoi, c'est fini. Là. Fait que c'est une montagne qui est intimidante pour ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui la font? Puis là, c'est ça. La différence, c'est que là, on se retrouve où on est presque seul. On est... C'est cette ça. journée-là, là, on est, je dirais, une vingtaine au grand max, là, avec les Sherpas à monter le Lhotse. Donc, 20 sur une montagne grosse de même. Tu es un Sherpa par personne? Ouais, ou? exact. Donc, tu as l'impression d'avoir la montagne à toi. Mm. Je pars avec mon bon ami Louis, avec qui on vient de faire l'Everest ensemble la veille. Puis,
on se lance dans le Lhotse. Écoute, au début de la journée, là, je me dis, aïe, la journée va être longue. J'avais les jambes lourdes. Là, c'est puis clair. quand j'ai au début de la journée, c'était dans la nuit. Là, on part avec nos frontales. Mais tu dois être genre raqué un peu, je sais pas, tu dois Ah avoir ouais. mal au corps. Là. Puis là, tu fais juste te dire un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois. Puis là, à un moment donné, tu vois comme le soleil qui devient de plus en plus clair, puis la levée du jour là, qui va se faire dans quelques heures. Puis là, écoute, il y a une énergie qui vient avec ça. Puis là, tu reconnectes au moment présent. Puis là, ce qui est impressionnant, c'est que tu regardes à ta gauche, puis là, tu vois tous les gens qui sont en train de monter l'Everest, qui sont tous en file pour cette journée-là. Tu sais, le lendemain, il y avait des gens qui montaient l'Everest. Tu vois toute la ligne de lampes frontales qui suivent. Puis à un moment donné, là, il y a un lever de soleil qui se fait, on monte. Puis honnêtement, ça a été ma montagne, de toutes les montagnes que j'ai faites, ça a été ma montagne préférée, le Lhotse. Ah ouais? Ouais. Pour ce que vous mentionnez, j'avais l'impression d'avoir la montagne à moi, d'être seul. J'étais avec mon ami Louis. J'avais le sentiment, la fierté d'avoir fait l'Everest la veille. Puis c'est une montagne qui est magnifique. Puis quand tu arrives au sommet du Lhotse, ben là, ça coupe carré. Puis là, tu vois tout l'autre bord dans la vallée. Donc, tu vois les monts Amadablam. Je voyais le Highland Peak que j'étais allé faire. Donc, ça a été un moment absolument génial. Wow. Mon moment préféré de toute mon aventure. Okay. Puis là, on arrive, on était rendu le 22 mai, le matin. Puis là, c'est pas fini. Faut redescendre. Là. Tu sais, là, on est à 8500 mètres d'altitude. T'es au sommet de la 4e puis l'autre montagne. T'es dans la zone du danger, là, en haut de 8000 mètres. Là, moins dangereux comme, tu sais, mettons en termes de danger, l'Everest ou le Lhotse, y a-tu... Ben, tu sais, ça dépend. Tu compares le danger à quoi? Moi, j'ai trouvé que c'est une montagne techniquement un petit peu plus difficile que l'Everest. Mais l'Everest, il y a Hillary Step, il y a d'autres y a d'autres trucs. C'est comparable. Mais le fait qu'il y ait moins de monde... En termes de danger, c'est qu'à l'Everest, il y a plus de décès parce que il y a plus de monde, il y a plus de gens moins expérimentés aussi, il y a plus de gens qui prennent des risques inutiles. Donc, c'est ça. Après ça, là, on est redescendu directement au camp 2. On s'est arrêté prendre une pause au camp 3. On redescend directement au camp 2. Puis, tu sais, quand tu descends, là, il n'y a pas d'acclimatation. Donc, tu gagnes de plus en plus d'oxygène. Donc, tu n'as pas d'altitude à respecter. Tu fais juste descendre autant que tu es capable de descendre. Puis, il faut vraiment que tu sois prudent parce que il y a beaucoup... Tu sais, les accidents arrivent souvent à la descente. Les gens sont fatigués, ils sont moins attentifs. Donc, arrivé au camp 2, Louis et moi, on avait tellement hâte d'être au camp de base puis de en quelque sorte, là, pouvoir dire mission accomplie. Puis, mais surtout, plus avoir cette pression-là de ne pas être en sécurité. Fait que tant qu'à se dire, on va rester une journée au camp 2. Quand on est arrivé au camp 2, on s'est dit, ben regarde, cette nuit, on repart, puis on retraverse le Khumbu Icefall avec les échelles, les crevasses. On retraverse ça de nuit. Parce que ça, il faut le préciser, de nuit, il fait plus froid. Il y a moins de chances que les blocs de glace tombent. Dans le jour, avec le soleil et tout, il y a plus de risques. Donc, c'est vraiment un endroit où il faut traverser la nuit. Fait qu'encore là, on s'est reposé quelques heures. Fait que tout ça pour résumer que le sommeil a été très, très c'est ça, en 3 jours, t'as beaucoup dormi. J'ai calculé qu'en 4 jours, je pense que j'ai dormi une dizaine d'heures, 10-12 heures. Puis là-dessus, t'as monté deux grosses montagnes. Fait que ça a été... c'est là que tu réalises que le corps humain est fait quand même fort. C'est fou. Ben, tu vas être sur l'adrénaline tout le long. Là, j'imagine. Puis, quand on est redescendu, là, moi, là, je cravais là, dans la montagne là, de sucre, là, de manger... juste de manger une barre de chocolat, de boire un Coca-Cola. Fait que quand je suis arrivé au camp de base, là, j'avais tellement perdu de poids que c'était pas grave. Je pouvais manger ce que je voulais. Fait que ça a été un beau moment. Puis, on n'en revenait pas parce que lui et moi, on se disait avant de monter,
on se disait tout le temps, on partageait la tente ensemble, puis on se disait tout le temps, imagine, on le fait. Imagine, on le fait. En parlant de faire les deux, là, tu sais. Ouais. Puis, Puis vous l'avez fait. puis c'est ça, quand on est revenu au camp de base, on s'est regardé, puis on s'est dit, imagine, on le fait, puis là, on est parti à rire. Ça a été, c'est vraiment, tu sais, comme les Français diraient, c'est un pote pour la vie, c'est un ami Mais pour d'avoir la tout vie. fait ça avec Ouais, lui, exact. c'est. Ça. Fait que ça a été, au final, une aventure complètement extraordinaire. Puis comme je disais tout à l'heure, tu sais, la façon dont on s'encourage, dont, tu sais, des fois, juste de se dire, t'es capable versus t'es pas capable. Tu sais, quand on se parle dans notre tête, là, ben, ça fait toute la différence. Puis de savoir s'adapter, puis de... Juste avec l'exemple de la météo, là, qu'on est resté deux jours au camp 2, des fois, tu t'adaptes, tu n'as pas le choix de t'adapter, mais c'est une grande, grande histoire d'adaptation. Puis De lâcher prise parce que tu n'as pas de contrôle là-dessus, tu Ouais. n'as pas de contrôle sur Exact. la météo, tous ces changements-là. Fait que, tu sais, même si toi, tu avais un plan Ouais. en tête de faire le sommet telle date, Exact. tu peux peut-être pas, là, tu sais. Fait que c'est comme d'accepter que. Puis de toujours y croire. On est, ça vraiment. Ça prend un peu de chance aussi. Hein, je veux pas. Faut pas tout s'attribuer, là, dans le sens que on a été chanceux. Au final, on a eu les belles journées qu'on attendait. Mais à ça, on a été patients. On les a attendues, ces belles journées-là. Entre le moment où on était prêt à la fin avril, puis le moment où on a fait le sommet. À la Écoute, fin mai, tu sais. Écoute, il s'est passé 19 jours là, avant qu'on a attendu au camp de base à aller faire des petites randonnées pour rester en forme. Ces 19 jours-là, il était long, je vous avoue, parce que tu vois d'autres équipes partir pour le sommet dans des fenêtres météo un peu moins belles, moins pas ce que nous, on voulait faire. Mais quand même, ça te joue dans la tête. Tu te dis, hey, on est en train de passer à côté, puis ainsi de suite. Fait Ça que va-tu arriver? la patience, c'est payant. Ouais. Puis est-ce que depuis que tu as fait ça, tu te sens genre un peu invincible? Veux-tu dans le sens, est-ce que tu Non, as tout l'impression le que tu peux contraire. tout faire, genre? Non, tout le contraire. Je comprends ta question. C'est sûr que ça donne une espèce de confiance, mais ça reste que je suis un gars ben ordinaire. J'ai juste mis un pied devant l'autre dans la montagne, puis j'ai toujours cru. Je pense que ça part juste d'une volonté. On serait pas mal plus de Québécois, si on peut dire, à avoir fait ça si les gens avaient cette volonté-là. Je pense juste que c'est pas tout le monde qui a la volonté de dire je vais aller monter la plus haute montagne au monde. C'est simple de même. Là, Est-ce Ouais. que tu le referais? L'Everest? Ouais. Ben, écoute, j'ai déjà répondu non à cette question-là. J'ai déjà dit non, plus jamais je referais ça. Je pense que, faut jamais dire jamais, mais je suis conscient aussi que, il y a une fin là, avec les montagnes de 8000 mètres. Je pense pas que je vais faire des montagnes de 8000 mètres toute ma vie à cause des risques. Est-ce que je le referais? Ben, peut-être que oui. Est-ce que ça va arriver? Probablement que non. Fait que c'est ça. Puis tu as parlé de ton plus beau moment. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu as vraiment eu peur? Là? Ton pire moment où est-ce que tu t'es dit, ouf, là, je file pas bien. Là. Ben, écoute. Tout le long. Non, C'est sûr que ça arrive. Là. Il y a des moments de doute. À un moment donné, pendant les 2 mois que ça dure, t'es pas tout le temps en santé. Là, ça fluctue. T'as des journées que tu te lèves, t'es congestionné. Il y a été comme quelques jours, j'ai eu une espèce de diarrhée. Puis là, tu perds des forces, tu perds du poids. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments de... C'est sûr qu'il y a des moments de doute. Là. Puis là... c'est comme un cercle vicieux. C'est qu'il y a des choses... Tu es congestionné, tu as la diarrhée, tu prends ta saturation. Là, tu vois que ton taux d'oxygène dans le sang est plus bas. Fait que tu te mets tout en doute. Puis au final, toutes les choses se sont placées.
Mais tu sais, je l'avais dit, je savais qu'au début de mon aventure, de rester attentif aux détails, puis qu'une simple grippe pouvait mettre fin à l'aventure, mais c'était ça qui s'est passé. J'ai resté vraiment discipliné pour tout ce qui est en lien aux détails, à mettre un buff dans le visage pendant le trek, ainsi de suite, là, à se laver les mains, à garder une espèce d'hygiène sur la montagne. T'as-tu lavé ton suit? Mon suit, je l'ai pas lavé. Pas lavé mon suit du tout. J'ai pris 3 douches en 2 mois. Ça a été vraiment... T'avais apporté combien de boxeurs, finalement? Écoute, je les ai revirés de bord une couple de fois. Mais non, honnêtement, c'est rendu là, c'est même plus ça, c'est même plus ça l'important. Ça a été... j'aurais aimé prendre plus de douches, mais des fois, c'était la décision que j'avais à prendre, c'était... Je vais-tu gaspiller mon énergie? Non, mais il y a un petit vent frisqué aujourd'hui. OK. Je vais-tu risquer d'avoir la tête trempe puis de pogner la grippe pour une douche? Fait que là, je me contentais des petites wet ones. Là, je me contentais de ça, mais c'est ça. Là, au final, ça a nécessité des sacrifices. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand t'as pris une vraie douche, là, ça devait être... Ils ont... D'après moi, j'ai vidé la tank à eau chaude. Mais c'est ça, mais là, après, dans le fond, dans le camp de base, là, pour comme. On est retourné à Katmandou. Okay. Puis c'est ça, quand je suis arrivé à l'hôtel à Katmandou, là, tout est un grand luxe. Là. La toilette, le lit, la douche, la nourriture. Puis c'est ça, la douche, là. J'ai resté, je pense, minimum 1 heure dans la douche à me laisser couler l'eau dessus. Comme ça. D'être bien, là. Ouais. Puis, non, c'était le 2e plus beau moment de mon aventure. Le sommet de l'Everest, puis la douche. Super. Et puis là, t'as passé un peu de temps là-bas, puis t'es revenu au Québec après? Ouais, exact. Okay. Dans le fond, j'ai passé un peu de temps là-bas juste pour comme retomber de tout ça. Puis là, on s'est fait un souper avec les Sherpas. J'avais sur ma page Facebook, j'avais rendu un bel hommage quand j'étais allé souper avec mon Sherpa puis sa famille. J'avais simplement dit que sans le travail des Sherpas, ben il n'y en a pas de sommet. Il faut leur donner ça. C'est les gens qui permettent à ce que tout ça soit possible, ben ce sont eux. Puis, Ton Sherpa, il a monté, il a atteint le sommet combien de fois dans sa vie? Hey, moi, j'ai la chance d'avoir un des plus expérimentés, puis je me le suis fait dire par tellement de Sherpas. Moi, mon Sherpa, c'était la 12e fois, je pense, 12e ou 13e fois qu'il faisait le sommet de l'Everest. C'est vraiment exceptionnel. Là, c'est un Sherpa. Est-ce que, parce que tu sais, t'as parlé de Louis avec qui, c'est ça, t'as vécu comme plein de moments spéciaux, mais ton Sherpa qui était avec toi aussi pendant toute cette aventure-là, tu dois développer un lien aussi avec quelqu'un que tu connais pas du tout à la base. Avec Renji, j'ai fait 3 8000 là, avec lui, donc c'est sûr que lui aussi, c'est quelqu'un qui m'est très, très, très précieux, puis que toute ma vie, je vais rester en contact avec lui, puis sait-on jamais si je vais avoir la chance de faire une autre ascension avec lui un jour. Fait que tu gardes contact encore avec lui. Oui, on s'écrit très, très régulièrement pour prendre des nouvelles, puis se tenir au courant. Ouais. Et eux, c'est-tu le genre de personnes, eux, qui comme ils vont toujours monter des montagnes, ou comme eux, ils font juste dans leur mode de vie. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est comme des alpinistes dans l'âme, genre? Oui, c'est des alpinistes, mais ils sont dépendants de la météo, tout comme nous, dans le sens qu'eux, ils montent un 8000 à chaque printemps, donc après l'hiver et avant la mousson, puis ils montent un 8000 après la mousson puis avant l'hiver. Donc, grosso modo, ils montent une montagne au printemps, une montagne à l'automne. Fait qu'ils font 2 grosses montagnes par année, puis le reste de l'année, ben là, ils vont faire des treks, des randonnées, ça, pour aller chercher un petit peu d'argent de poche, mais leur gros revenu,
Eux, c'est vraiment là, en faisant une ou deux grosses expéditions par année. Puis l'Everest, c'est sûr que c'est pour eux la plus payante. Mm-hmm. Ouais. C'est fou qu'eux, ils fassent ça comme plusieurs fois par année. Puis que... Ben, en fait, ils le font une ou deux fois par année. C'est ça. C'est quand même... mais eux, ils vivent de... Tu sais, ils sont nés dans les montagnes. Ouais. Moi, Renji, il est né à Taksindu, au Népal. Là. C'est un village à 2800 mètres, je crois, là, d'altitude. Il y a moins d'adaptation à faire, mettons. Ouais. Ben, c'est que la communauté Sherpa, là, eux sont plus physiologiquement adaptés à l'altitude. Ouais. J'avais regardé, je pense que c'est un documentaire là, de justement une communauté, en tout cas principalement de femmes qui habitent dans les montagnes au Mexique, puis c'est ça là, qui disait, là, eux, ils font des allers-retours à tous les jours pour aller chercher la nourriture, c'est ça leur mode de vie, là, de vivre dans les montagnes puis en altitude. C'est vraiment impressionnant. Là, alors que pour nous, ça serait une grosse randonnée. Oui, on serait sûrement à bout de notre vie. Là, mais Renji, pour rebondir là-dessus, lui maintenant, ben, il veut pas, les Sherpas sont riches là, au Népal là, par rapport à la population. C'est des gens qui sont très, très, très fortunés à cause des salaires que les étrangers donnent, des pourboires, ainsi de suite. Fait que Renji, lui, il a un condo, il a un appartement plutôt à Katmandou. Donc, dans la vie de tous les jours, ben, il ne vit pas dans les villages comme à l'ancien temps. Il vit à Katmandou. Ses enfants vont à l'école, et ainsi de suite. Là, en fait, ses enfants, il y en a un ou deux qui sont allés à l'école à l'étranger. Là. Okay. Il a payé des études à l'étranger. C'est vraiment... c'est vraiment l'industrie touristique de l'alpinisme. C'est vraiment bon pour eux parce que ça amène beaucoup de revenus dans le pays. Là. C'est vrai. Puis ce que j'aimerais parler avant qu'on termine, là, c'est tout le après parce que t'es là-bas, tu vis tellement d'émotions. Tu reviens ici, ça doit quand même être un genre de deuil d'avoir vécu tout ça puis de revenir dans ta routine de vie normale. Là. Ouais. Après 3 mois au total, mettons, qui était... Tu sais, quand... C'est ça. L'après... l'après est compliqué, tu sais, c'est difficile puis facile en même temps à comprendre. T'sais. Exemple que les gens, quand on va en vacances, on décroche pendant 2 semaines, on va en vacances n'importe où, on revient. Le lundi, quand on est au bureau, ben... aux prochaines vacances. Ça nous tente, ça nous tente moins, puis ça prend quelques jours avant de rembarquer dans la roue. Là, quand tu pars pendant 2 mois, puis toute la préparation, puis ça, puis que tu vis, c'est un épisode de vie vraiment intense qui amène tellement d'émotions. Écoute, c'est sûr que tu réatterris pas ou il y a un creux à prévoir au retour. Puis là-dessus, je m'en veux un peu parce que j'avais la prétention, étant donné que j'avais fait d'autres expéditions avant, puis que j'avais déjà vécu des retours, ben, j'avais la prétention que tout irait bien, puis que j'allais gérer mes affaires, puis que ça se passerait bien. Puis ça a été un peu plus difficile que prévu là-dessus, je vous le cache pas. Là, avant de partir, je m'étais entouré, je m'étais bâti une équipe là, pour faire ça. J'avais un coach, un ostéopathe, une nutritionniste, des mentors, que ce soit en natation, en vélo, en course, en alpinisme, plein de gens pour me donner des conseils. Puis je ne m'étais pas entouré de quelqu'un pour prendre soin de ma tête et de mes émotions. Puis c'est un peu là où je m'en suis voulu de ne pas avoir que ça soit un psychologue, un psychoéducateur ou peu importe. Bien, j'avais pas ça dans mon entourage. Puis là, je vivais tellement de choses, en revenant. Puis là, à un moment donné, j'ai parlé à des amis. J'ai dit, hey, en connaissez-vous? Là, j'aimerais ça parler avec des gens qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que ça me ferait du bien. Puis honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Puis, moi, j'encourage les gens en tout cas, à le faire. Moi, je vais garder ces gens-là dans mon entourage, c'est sûr, parce que
il y a tellement de... Tu sais, on vit tellement de trucs que c'est ça. Ben, la santé physique, c'est une chose, mais la santé mentale, c'est... Ben oui, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, les gens, quand ils me demandent, tu sais, l'Everest, ça coûte combien? Ben tu sais, c'est pas juste une question d'argent. Tu sais, il y a le côté monétaire. Après ça, il y a le côté un petit peu de santé mentale. Après ça, moi, ça m'a coûté, tu sais, ça m'a coûté mon couple. Tu sais, j'étais en couple, ça faisait pas tellement longtemps, mais tu sais, quand même, ça a été difficile, tu sais, pour un jeune couple qui n'a pas de fondation solide, de traverser au travers, tu sais, 10 semaines d'aventure. Fait que, non, c'est ça, ça a été, tu sais, pour d'autres, ça va coûter, tantôt, on parlait de décès, mais ça coûte d'un fois... La vie, oui. C'est ça. Ouais, mais des fois, ça coûte des doigts, des orteils. Puis ça, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Là. Fait que c'est vraiment le coût d'une aventure comme celle-là, c'est vraiment pas juste financier. Fait que c'est un pensez-y bien, tu sais, de retourner. Il faut vraiment que les planètes soient alignées. Puis émotionnellement, tu sais, il faut être... il faut que tout soit en place parce que t'as bien beau être fort mental, si émotionnellement, t'es pas là. Puis c'est un peu ça que j'ai expliqué parce que je suis allé faire une course j'ai fait un voyage en Italie, puis je suis allé faire une course cet été pendant mon voyage. Puis émotionnellement, je me sentais pas là. Tu sais, j'étais pas content d'être à la course. Puis ça, en partant, c'est pas bon signe. Là, tu sais. Quand t'as même pas commencé ta course puis que t'as hâte qu'elle finisse, écoute, t'aurais pas dû pas le être bon là. mindset, T'as bien beau avoir un mental fort de ne pas abandonner. Si émotionnellement, t'es fragile, ben ça va être vraiment difficile. Fait que c'est ça, le retour, je l'apprivoise. Encore? Je l'apprivoise encore, je pense. Tu sais, Mais puis ça fait... Attends, ça c'est en fait juin que t'es 3 revenu? mois, ça fait à peu près 3 mois que je suis revenu. Yeah. Puis, tu sais, je l'apprivoise encore. Là, tu sais, c'est un peu... Tu sens que t'as encore des creux, mettons? Ouais. Je sens que j'ai encore, tu sais, autant que je me garde occupé, que j'ai des hauts, autant que des fois, j'ai comme des creux par rapport à... Tu sais, ça te fait tellement vivre des émotions que le quotidien, des fois, il est comme absurde. Tu sais, je le sais que... Tu sais, de retourner aussi, ça arrange rien. Il y a vraiment un travail à faire sur réapprivoiser le quotidien. Puis heureusement... Des émotions plus neutres, tu sais, où est-ce que tu n'as pas besoin d'être en intensité dans tes émotions. Exact. Fait que là, c'est un peu le travail à faire, c'est un peu de trouver un équilibre avec tout ça, puis de trouver un équilibre avec les différentes sphères de la vie. Il n'y a pas juste le côté sportif puis accomplissement. Fait que c'est un peu là-dessus que... Puis en train de réapprivoiser un peu tout ça, d'avoir une routine plus normale puis que tu sois bien là-dedans. Là. Exact. Fait que tu te mets pas nécessairement encore un prochain objectif dans le but que tu puisses justement réapprivoiser ton quotidien. Là. Ben, tu sais, il faut faire la part des choses. Là. Un prochain objectif, si j'ai à faire un autre montagne de 8000 mètres, c'est parce que les planètes vont s'aligner. Fait c'est sûr, tu me demandes, Charles, t'aimerais-tu en faire une autre? Je vais te répondre oui, là. Mais il va falloir que les planètes s'alignent. Il y a tellement de paramètres. C'est pas juste moi. Il y a le travail, il y a la santé, il y a la situation familiale. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que oui, c'est possible ou c'est pas possible. Puis, si c'est pas possible, je suis serein avec ce que j'ai fait. Dans le sens que je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pense que j'étais allé explorer... jusqu'où ton corps physique aussi pouvait t'amener. De quoi que je pouvais jamais imaginer. Puis sinon, d'autres défis, ben, tu sais, j'en ai plein d'autres défis. Comme là, je participe au Ultra Trail Arikana dans quelques jours. Ça risque d'être, à part les 8000 mètres, je dirais mon plus grand défi sportif. C'est combien de kilomètres ton C'est 125 kilomètres dans le bois avec du dénivelé. Puis, tu sais, c'est pas comme courir sur l'asphalte. Hein? C'est technique avec les racines. Donc, ça prend plusieurs heures. Fait que, tu sais, je me garde des défis. C'est un peu extrême. Je veux y goûter parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça. Mais, tu sais, ça se peut que je réussisse pas. Ça se peut que je me rende pas à la ligne
d'arriver. Puis c'est correct aussi, tu sais, j'accepte ce qui peut arriver, mais je pars avec l'idée de donner le meilleur de moi-même, tout simplement. Fait que oui, j'ai des défis sportifs. Tu continues de carburer à ça quand même. Là. Ben, oui, mais c'était aussi une façon de revenir de l'Everest. Tu sais, j'avais prévu ces défis-là en même temps qu'en prévoyant l'Everest. Dans le sens que je voulais pas revenir de l'Everest puis de me dire « Ah, mission accomplie, je m'assois dans mon divan puis je fais plus rien. » Tu sais, Ouais, fait que j'avais prévu ces défis-là juste pour garder une discipline. Puis, tu sais, au final, je sais que le temps va faire tout adoucir les choses. Puis, tu sais, que je ferai plus de grandes montagnes, que je ferai plus de courses de 100 km. Tu sais, il y a toute bonne chose à une fin, mais au moins, je garderai les bonnes habitudes, tu sais, d'aller faire des petits joggings à chaque semaine, et ainsi de suite, garder l'entraînement, la saine alimentation au cœur de ma vie. Je pense que ça, je veux que ça reste. Ça va t'avoir amené des bonnes habitudes au quotidien. C'est ça. Mais là, pour l'instant, je pense que j'en ai encore un peu à donner pour un petit 123 km. les prochains mois, la prochaine année, je suis encore capable. Puis j'essaie aussi, tu sais, de m'enlever de la pression de performance. Fait que quand je fais une course, je vise pas un temps. J'ai arrêté de porter ma montre Garmin pour dormir, même pour courir. À une journée par semaine, je vais courir sans ma montre. Fait que ça, j'ai commencé à faire ça. À l'Everest, je mettais jamais ma montre. En fait, j'ai commencé là. C'est que ça me rendait anxieux. Au mois d'avril, j'étais à l'Everest, puis en altitude, t'as jamais des bons sommeils. J'avais jamais un sommeil récupérateur. Puis là, je me levais le matin, je regardais ma montre, puis ça disait tout le temps body battery. Je partais ma journée, puis j'étais à 17 sur 100. Là, sommeil médiocre, body battery médiocre, tout était médiocre, variabilité cardiaque. Là, je me suis dit, aïe, on est tellement des statistiques de tout dans la vie. Là, on est un algorithme pour à peu près tout. On est tracké pour le marketing de toutes les entreprises. Ouais. Je me suis dit, je vais-tu m'imposer à moi-même de me mettre un bracelet sur le poignet qui va m'apporter de l'anxiété? Fait que je me suis dit, j'enlève ça. Fait que je la mettais simplement quand que j'étais en action, en activité, puis que je faisais l'ascension. Puis quand je suis revenu ici, j'ai gardé ça. Je dors plus avec ma montre. Je la mets uniquement quand je cours, quand je fais une randonnée. Mais sinon, c'est ça. Je la porte pas. Puis une fois par semaine, je vais faire une course. Juste pour toi-même, dans le fond. Ben, que je connais la distance. En fait, tu sais, je connais la distance, puis je fais juste écouter mon corps. Puis ça me fait tellement du bien. Puis, tu sais, à un moment donné, les statistiques, là, à la fin de l'année, quand même bien qu'il me manquera, je sais pas, moi, 200 km sur mon Strava. Mais toi, dans le fond, sur Strava, tu as une activité qui est monter le Mont Everest, genre. Ouais, t'as quelque part. Là, apparaît, tu sais, faut scroller depuis un bout parce que depuis ce temps-là, j'en ai fait plusieurs autres. C'est fou, mais c'est fou. Ouais, c'est quand même fou. Il y en a sûrement pas beaucoup qui suivent, là, mettons. C'est ça, genre. J'imagine. Fait à la saison 2, on avait intégré le segment Easy Trotter pour nos auditeurs pour présenter une destination. Fait qu'on la maintient pour la saison 3, mais on conclut avec ça l'épisode. On conclut l'épisode avec ça. Tu nous avais parlé de Compostelle la dernière fois. C'était ça, la minute. Exact. C'était ça. C'est de ça qu'on avait parlé. Puis là, tu viens tout juste de faire un voyage. Ben oui, c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Je viens tout juste de faire un voyage. Dans les 2 semaines de la construction, j'étais allé avec ma mère en Italie. Je lui avais promis un voyage parce que, en réalité, quand on part dans une expédition à l'Everest, ben, on fait subir aux gens qu'on aime nos choix. Puis c'est des choix qui sont en quelque sorte égoïstes, là, dans le sens que ma mère a fait des nuits blanches là, de me savoir là-bas. Puis je lui avais dit qu'on allait rattraper du temps perdu puis passer du temps de qualité ensemble. Fait que, ça pour dire, on est allé dans les Dolomites en Italie. Wow. C'est la première fois que tu y allais? Dans les Dolomites, oui. Okay. Puis, on a dévié en y allant. On est passé par le lac de Garde. Puis ça, c'est peut-être la grande surprise de ce voyage-là. J'ai adoré Limone del Garda, un magnifique village sur le lac de Garde.
Puis après ça, on est monté un peu plus dans le nord. On est allé à Santa Maddalena, où il y a la fameuse petite église là, autrichienne qui est perdue dans un champ. Puis on s'est rendu faire des hikes. Là. On a fait 56 km de hike dans les Dolomites. C'était plus fou un que l'autre. Donc on a fait les villes. Là, c'était Val Gardena. Puis l'autre ville que j'oublie rapidement de même, là, où il y a Tressimé. Puis vous êtes atterri où pour aller dans les Dolomites? Ben nous, on est atterri à Rome. OK. Puis on est monté à Florence en train. On avait loué un auto. Donc, à partir de Florence? Ouais, avec l'auto, je pense que ça a été super facilitant parce que, tu sais, pour faire les randonnées, ben, tu sais, on avait le luxe, on peut dire, de se déplacer un peu comme on voulait. Mais c'est sûr qu'il y a des... là-bas, il y a quand même le transport en commun. Il y a des autobus, même qui sont... Le réseau d'autobus qui est développé pour justement amener les touristes au point de départ des randonnées. Donc, c'est ça. Puis la température, ça ressemblait à quoi quand vous êtes allé? Écoute, 28-30 degrés, là, ça a été absolument... C'est comme la meilleure période, hein, je pense. Magnifique. Puis les Dolomites, honnêtement, moi, je connaissais pas ça, là, puis ça a été un vrai coup de cœur. Là, ça a l'air tellement des vues à couper le souffle. Plus folle l'une que l'autre. Là, c'était complètement Puis c'était tout magique. le temps en randonnée, mettons que vous aviez accès à des vues magnifiques ou Ah genre non, en te pas promenant en nécessairement. auto, t'avais comme... Tu te promènes en auto, les routes sont dans les vallées, puis t'as tous les villages qui sont magnifiques, purement magnifiques. Les villages dans les Dolomites, ça ressemble un peu à l'Autriche. Là. T'as pas l'impression d'être en Europe. Là. C'est vraiment... Ben oui, mais pas en Italie. En Italie, je veux là. dire. Ouais. Puis vous êtes partis 2 semaines? Ouais, exact. C'était quoi le budget, mettons, pour 2 semaines sans le billet d'avion? Écoute, sans le billet d'avion, c'était quand même cher pour se loger, là, exemple, là, c'était, je dirais, autour de 200 $ la nuit. Pour un hôtel ou pour... Ouais, pour une chambre d'hôtel. Ok. C'était quand même cher. Tu sais, c'était pas un voyage qui était... c'était pas un voyage qui était low budget. Mais tu sais, l'auto, c'était pas si peu... Mettons, l'auto, c'était comme 350$. Fait que ça vaut la peine là, d'avoir... Ça valait la peine, tu sais, le transport, puis on était vraiment autonome. Mais l'hôtel, ça, c'était environ 50$. Puis la bouffe, ben là, c'était à peu près comme ici. Là, Fait que ça fait un voyage pas trop... tu sais, c'était pas un voyage comme en aller. Pas cher, là, ouais, c'est ça. Puis est-ce que, quand, mettons, tu vas faire une rando, les stationnements, c'était gratuit? Tu te stationnais? Ouais, OK. ça, ben, tout au plus, c'était comme 15-20$ là, le stationnement. Vous passiez combien de jours à chaque ville, mettons, que vous avez visité? On essayait tout le temps de faire 2 nuits, tu sais, pour... sinon, tu es tout le temps dans ta valise là, quand tu fais une nuit. Fait que quand on faisait un village, tu sais, on faisait comme 2 nuits. Fait qu'on avait toujours un matin où on pouvait l'apprécier. Là. Fait que vous avez quand même... Vous êtes quand même déplacé beaucoup. Ah ouais, faire on 2 s'est nuits, déplacé beaucoup. Là. Dans le fond, on a fait Rome 2 jours, Florence 2 jours. Après ça, j'étais allé... il y avait mon Ultra Trail là, en Italie. Okay. Donc, j'étais allé 3 jours. C'était à Val d'Agno. Après ça, le lac de Garde. Ben là, vous comprenez, j'étais un peu fatigué. Je ne filais pas pour faire de la randonnée. Là. Je venais de faire 80 km d'Ultra Trail. Fait au lac de Garde, là, ça a été plus le petit village pittoresque à flanc de montagne sur le bord du lac de Garde avec la piscine. Donc, on était 2 jours là. Puis ensuite de ça, ben 2 jours à Val Gardena, puis ainsi de suite. Okay. Et pour quelqu'un qui veut justement visiter les Dolomites, tu suggères combien de temps? Ben moi, je dis qu'un voyage de 10 jours, en bas de 10 jours, ça serait court. Là, ça serait un voyage... Mais dans les Dolomites, tu peux passer une semaine puis tu vas les voir. Il y a pas de... Mais de partir du Québec, d'aller là-bas puis d'en profiter un peu, là, c'est... C'est quoi ton activité préférée? Dans les Dolomites? Ouais. Ben écoute, tu sais, moi, simplement, le fait que j'étais avec ma mère, faire de la randonnée, tu sais, ma mère, elle est dans la soixantaine, puis, tu sais, qu'elle fasse la randonnée, elle est en forme, puis ça. Écoute, à un moment donné, on a fait, tu sais, la randonnée intense, là, je veux dire. Fait que ça, moi,
ça a été mon activité préférée, là, de partager ça avec elle, puis de voir tous ces beaux paysages-là. La randonnée en général avec ta mère. Ouais, ça a été vraiment... Y a-tu une des randos que tu as faites que tu dis ça, faut absolument que tu la fasses si tu vas dans le coin? Ben, il y a la randonnée très cimée, je pense que ça, c'est un incontournable. Là, c'est un incontournable pour tout le monde qui passe dans les Dolomites. Sur les médias sociaux, c'est une de ceux qu'on reconnaît facilement avec les 3 sommets, en réalité. Mais ils sont tous belles, les randonnées. Il n'y a aucun décor qui est comme décevant. Là. Ouais, c'est genre, vraiment ça vaut pas la tout peine. le temps beau. Là. OK. Puis est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes à la période où t'es allé? Ou... Ouais, C'est fin juillet, début août, dans le fond? Ouais, il y a des touristes, mais tu sais, c'est tellement fait pour ça, puis c'est des grands espaces. Il y a pas... J'ai jamais senti que j'étais dans un crowd, là, puis que c'était désagréable. Là. Fait que, ouais. C'est bon, ben hey, merci. C'est moi qui vous Tellement, remercie. Charles. J'ai passé, comme je m'en allais dire, comme à l'habitude, mais j'ai passé, comme la dernière fois, un super beau moment avec vous, puis toujours intéressant. C'était vraiment le fun, ouais. C'était vraiment intéressant de connaître le après. La suite, Ouais. vraiment. Puis, Comment nos tu t'es auditeurs nous sentie? l'ont demandé aussi, là, de savoir la suite, puis de connaître ton expérience. Puis je suis contente que tu aies pu nous en parler parce que je t'ai suivi sur les réseaux pendant ton aventure. Puis tu sais, de tout ce ressenti-là, on l'a pas nécessairement quand on se parle pas de vive voix. Fait que tu sais, de l'avoir là présentement, je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve ça fou, là, tout ce que tu as vécu. C'est assez impressionnant. Vraiment. Merci. Fait que félicitations pour vrai d'avoir accompli ça. Là. Je trouve que Puis t'es un félicitations modèle aussi, d'inspiration là, vraiment pour parce les qu'on gens se qui nous rappelle écoutent. que tu ramassais des sous là, pour la Ouais. récupération en Soleil. Tu as atteint ton objectif. Hein? Ben écoute, on n'a pas parlé, mais oui, c'est ça. Ça aussi, ça a été de complètement inattendu. Tu sais, j'avais un objectif de 100 000 puis finalement, imaginez-vous que tu sais, j'ai réussi à ramasser la somme de 150 000 Ah, Fait que wow. ça a été, C'est un ça a autre été vraiment accomplissement. surréel. Là. Ouais, ça. Puis je l'ai dit là, tu sais, en entrevue, ça particulièrement, cet accomplissement-là, c'est celle que je suis le plus fier parce que je disais ça va faire une différence dans la vie de plusieurs familles, de plusieurs enfants malades Vraiment. du Québec. Vraiment. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour... On termine reste sur une de bonne mes- note, ça me ouais. donne des frissons. Vraiment, moi aussi. Merci Charles. Merci. Merci. bye bye. Oh.